Bonjour et bienvenue dans le garage. Algo Laser, c'est un fabricant de lasers qui a deux gammes, l'Alpha et la Delta étant le haut de gamme et l'Alpha l'entrée de gamme. Sur cette Alpha MK2 Mark II, donc deuxième version, ils ont repris les avantages de la Delta pour les inclure dans l'Alpha et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà c'est bien présenté. Qu'est-ce qu'on a là? On a une plaque de contreplaqué déjà, des matériaux pour faire des tests et des colsonnes, globalement du plexi et des petites cartes métalliques peintes, un pinceau et des colsonnes donc. Et ça doit être la doc. Oui, c'est marqué de l'autre côté. Donc on a des certificats, un guide pour la pompe, encore des certificats et un guide pour le laser. Le guide pour le laser, il est en anglais, mais de toute façon, c'est un roman photo, donc c'est facile. Et pour la pompe à air, c'est pareil, c'est un roman photo, mais en plus, il est traduit en anglais, en allemand et en français. Alors ici, on a l'avant de la machine qui intègre un écran, et cet écran, paraît-il, d'après le fabricant, il permet aux gens novices de se faciliter la vie. Il est très réactif, il est a priori très convivial. On va voir si c'est vrai ou pas dans cette vidéo. On a aussi l'arrière de la machine, l'alimentation qui fait à peu près 150 watts, une paire de lunettes, le tuyau pour la pompe et la pompe à air qui se connecte directement sur la machine, donc qui sera pilotée par la machine et qui a une interface de commande plutôt pas banale. J'imagine qu'on va pouvoir aussi commander la puissance de la pompe, mais c'est pas sûr, on verra. Dans la petite poche ici, on a un câble USB, une cale pour faire la focale et une boîte avec des lentilles de rechange. Ça, c'est bien. À l'étage en dessous, on a un autre tuyau pneumatique. On a une cam qui va permettre de transmettre le mouvement des moteurs des deux côtés de la machine, j'imagine. Une petite caisse à outils qui contient des outils, mais pas seulement. Il y a aussi de la quincaillerie. On a un des côtés de la machine qui comprend un moteur qui est relativement gros. Et on a l'autre côté de la machine auquel est déjà raccordé l'axe X, avec cette fois-ci un moteur d'une taille un peu plus standard, et une jolie tête laser de 20 watts. Voilà, il y a le compte. Voilà, tous les éléments sont sortis, donc ça va nous donner ça. Ce que j'aime bien avec les machines démontées, c'est qu'on va devoir les monter. Et donc ça permet de voir comment elles sont conçues et de bien faire connaissance avec et de bien connaître le produit. Comme ça, le jour où vous avez une panne, vous savez peut-être quoi faire. Je vais vous détailler la face avant d'abord parce qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes dessus. Et ça sera plus simple à filmer maintenant que quand la machine sera montée. Alors déjà, sur la face avant, on a déjà le fameux écran de 3,5 pouces. Sur le dessus, on a un bouton marche-arrêt, un système de verrouillage à clé, au cas où vous ayez des enfants, c'est pas mal, ou des copains un petit peu trop curieux et qui ne sont pas au courant qu'un laser c'est dangereux. Ça, c'est un vrai plus. Et un bouton d'arrêt d'urgence, donc classique, on appuie dessus pour le déverrouiller. On tourne d'un quart de tour. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Derrière, c'est plus intéressant. Donc, je vous passe la câblerie. Ici, on a la carte mère. Donc, la carte mère, elle est ventilée déjà. Elle est carénée aussi. Donc, ça va un petit peu la protéger de la poussière. Pas beaucoup, faut pas se leurrer. Et ici, on peut voir deux boutons de reset et deux boutons de boot. Pourquoi? C'est une très bonne question. Je pense que c'est parce que la machine intègre deux MCU, c'est-à-dire deux microcontrôleurs, et qu'on peut resetter l'un sans l'autre. Je pense qu'ils se partagent les tâches entre la gestion des moteurs pas à pas, l'affichage, la gestion des communications, etc. En parlant de communication, on a ici une antenne Wi-Fi qui est en 2 Go 4, c'est marqué là, et on a un emplacement pour une deuxième antenne, ici, qui n'est pas installée, et cette antenne-là, c'est pour le 2 Go 4 et le 5 Go. Donc ça existe, mais c'est pas monté sur cette machine-là. On a des connectiques sur lesquels viendront se câbler probablement les moteurs et le laser. Et vous pouvez voir aussi que les pieds sont déjà montés. Sur le côté ici, on a les prises pour l'alimentation, la prise pour la pompe à air, une prise USB-C pour communiquer avec l'ordinateur et une prise USB classique pour pouvoir brancher une clé USB tout simplement. Il faut savoir qu'intégré à la carte mère, on a une carte SD aussi. La carte SD est directement dedans. On ne peut pas l'atteindre par là. Par contre, on peut manipuler les données grâce à l'écran ici. On verra ça tout à l'heure.
Ça, c'est un des côtés et le côté intérieur à la machine. À l'extérieur, ça sera comme ça et c'est plutôt stylé. Et à l'intérieur, on voit donc qu'on a un moteur qui entraîne une courroie ici. Cette courroie, elle fait une boucle, elle part de ce point-là du chariot, elle est fixée là. Elle va jusqu'au moteur, elle fait demi-tour, elle passe dessous ici. Elle vient sur une poulie qui se trouve ici et elle revient là. Donc, quand le moteur va tourner, il va déplacer le chariot d'un côté ou de l'autre. C'est un système qui fonctionne très bien, mais pour qu'il fonctionne correctement, il faut que la courroie soit tendue correctement. Donc là, elle n'est pas du tout tendue. Pour la tendre, la poulie qui se trouve ici est mobile et on va pouvoir la reculer ou l'avancer pour pouvoir régler la tension de la courroie. Vous voyez là, c'est déjà plus tendu. Ce réglage, il va se faire via une vis qui va se trouver ici. Et donc ça, c'est l'arrière de la machine. Alors, c'est juste un carter vide, hein, il n'y a rien de bien passionnant là-dedans. Juste un détail, on retrouve ici et là, je vais zoomer. Donc de chaque côté de la machine, à l'arrière, on va trouver un trou pour pouvoir visser ou dévisser la vis qui va permettre de tendre ou détendre la courroie. Donc tout ça, c'est très classique. On retrouve ici l'autre côté de la machine avec une deuxième courroie donc. Un câblage qui va sur l'axe X, sur lequel on trouve un moteur avec encore une courroie. Cette fois-ci, on va déplacer ce chariot sur lequel on aura mis la tête de laser. On a aussi ce petit boîtier qui sert à répartir les énergies. On a donc deux emplacements pour les tuyaux d'air et donc l'énergie qui va arriver ici et qui ressort par là. On va voir ça plus en détail dans le montage. Et pour le montage, justement, ça va être très simple parce qu'en fait, on a un seul type de vis ici, sauf deux, celles-ci, qui sont un peu plus longues. Donc ça va être compliqué de se tromper quand même. Allez, c'est parti pour le montage. On commence par assembler la face avant avec le côté gauche de la machine, celui qui est assemblé avec l'axe X. Donc celui-là. Histoire de se repérer, cette partie-là, la jolie partie, c'est l'extérieur de la machine. Et donc le chariot ici, il va se trouver à l'intérieur. Donc ça va se monter comme ça. Attention, ici, on a les connectiques de la carte mère, donc il va falloir faire attention de ne pas les abîmer. Et donc, en fait, il suffit d'assembler ça comme ça, tout simplement. Pour l'assemblage, les vis, ce sont des têtes hexagonales, donc il y a une clé Allen qui est fournie. Perso, je m'en sers pas, j'aime pas ça, parce qu'en fait, on va visser des vis en acier dans de l'alu, et en général, avec une clé Allen, on serre trop fort. Du coup, moi je préfère utiliser une visseuse avec le couple de vissage au minimum. Avec ça, je suis certain de serrer à un couple modéré. Et en plus, ça va plus vite. Donc, il faut une vis ici. Comme toujours, dans le cas d'un assemblage, je visse mais je ne serre pas pour pouvoir mettre toutes les vis à leur place. Il y en a une deuxième ici. La troisième ici. Et maintenant que j'ai mes trois vis, je peux serrer. C'est très peu serré et ça tient très bien. Maintenant, de la même manière, on va monter le côté droit. Alors le côté droit, c'est celui qui a un moteur et le moteur se met vers l'avant ici. Donc pareil, je refais, je ne sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure. En fait, le côté, je l'amène incliné comme ça. Et puis ensuite, il se met en place tout seul. Et on remet trois vis. Voilà, là on est à l'avant de la machine. La machine est à l'envers, vous voyez les patins, ils sont là. On va juste prendre cette connectique et la connecter au moteur. Alors il y a un sens, le côté qui est lisse, il va à l'extérieur du moteur, et le côté où il y a deux espèces de petits picots, il va de l'autre côté. Donc comme ça. Si vous forcez, vous cassez, attention. Les connectiques sont très fines. Voilà, maintenant on va assembler l'arrière de la machine. Alors je vais la remettre à l'endroit quand même. Et là vous avez compris, hein, il y a 2 fois 3 vis. Donc là, je suis à l'avant de la machine. Le moteur qui permet de piloter cette partie-là, il est là. Et vous voyez, si je le fais tourner, je peux déplacer le support de l'axe X. Du coup, je vais le rapprocher par là jusqu'à cette vis de butée. Et vous remarquez que sur cette plaque, il n'y a rien. Elle est nue. Alors que sur la plaque du côté opposé, on a un capteur fin de course qu'il va falloir câbler. Et donc, cette partie-là aussi, je l'amène sur cette vis de butée. Je vais donc maintenant monter sur ces deux plaques l'axe X. Donc il se met dans ce sens-là, le boîtier de répartition côté de l'écran, et surtout cette partie-là vers l'avant puisque c'est le support du laser.
Donc ça va venir se positionner entre les deux plaques ici. Et donc de chaque côté pour visser, on a 2 trous et on a en plus de ce côté-là un trou pour tendre la courroie, encore une fois. Puisqu'ici, encore une fois, on a une poulie qui est montée sur un support qui est mobile. On va pouvoir maintenant monter la tête de laser. Alors c'est très simple, hein. À l'arrière du laser, on a ce petit support qui vient s'enfiler dans cette glissière. Pour ça, il faut baisser le levier ici, donc ce qui écarte cette pièce-là. On monte le laser, donc le réglage de la hauteur se fera comme ça. Et on remonte le levier ici, et ça tient. Et pour le câblage, c'est très simple, on récupère ce câble. Alors, ce câble, il a un détrompeur, vous voyez, on a 2 broches plus une broche à part. Et sur la tête, c'est pareil. Donc il y a un sens. Donc avant de le mettre, le mieux c'est d'enfiler la nappe là-dedans, comme ça, et d'ensuite câbler. Tant qu'on y est, on va aussi câbler pour l'air. Alors là, du coup, on a 2 tuyaux, donc je vais prendre le plus court. C'est celui-là. Et donc, je vais le brancher ici, d'un côté. L'autre côté, il va aller à l'arrière, ici. Et je vais passer donc le tuyau là-dedans. Voilà. Un petit colson ici pour fixer ça ensemble. Alors là, évidemment, il ne faut pas serrer, hein, sinon on écrase le tuyau. Et maintenant, on va faire le câblage par là. Donc de ce côté-là, on a la connectique des fins de course, donc fiche blanche avec fiche blanche. Pour l'autre capteur de fin de course, on a fiche noire avec fiche noire. On ne peut pas se tromper. Ou alors, si, on peut, mais bon, il faut vraiment y aller, quoi. Ce câble-là, il contient l'alimentation du moteur qui se trouve là-dessous et le laser. Donc je vais le câbler à la carte mère. Au passage, quand je déplace l'axe ici, vous entendez? On a le pignon de la courroie là-bas qui saute. Donc ça, c'est pas bon mécaniquement. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le reculer temporairement, je vais tendre le pignon. Et là, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore tendu les courroies ici. Donc ceci, ça va se brancher sur la carte mère. Donc encore une fois, j'ai retourné la machine. Le laser, il va se brancher là. Vous reconnaissez la prise. Et le moteur pas à pas, il va se brancher là, comme le premier. Il y a un sens, encore une fois. Donc comme ça. Et comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Juste un détail, quand je mets la machine à l'envers comme ici, je démonte le laser, ça je ne l'ai pas dit, ça me paraissait évident. Pourquoi? Parce que sinon il va être en appui comme ça, et donc il va être en appui sur les connectiques, et évidemment c'est pas terrible. Donc je vais retourner la machine, et je vais pouvoir maintenant remonter le laser. La machine est presque prête, il faut maintenant tendre les courroies. Alors la courroie, par exemple, pour cet axe-là, elle est accessible dessous, donc là je peux sentir qu'elle est complètement détendue. Pour pouvoir la tendre, je vais utiliser la dernière vis de petite taille. Je vais la mettre dans le trou de tension ici. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la visseuse, je vais utiliser la clé uniquement dans ce mode-là, c'est-à-dire dans le mode où je ne peux pas serrer trop fort. Je ne l'utilise pas dans ce sens si vous préférez, mais bien dans ce sens. Apparemment, comme il y a 2 types de vis, il y a 2 types de clés, je n'avais pas pris la bonne. Voilà, donc il y a 2 tailles, il faut faire attention. Et donc là, je peux commencer à serrer sans problème, sans même regarder la tension, jusqu'à ce que la tête de la vis soit en contact avec la plaque ici. Avant de pouvoir jouer avec la tension, il y a ici une vis qu'il faut dévisser. Donc cette vis, elle va permettre de garder la position du galet en place. Donc pour pouvoir le déplacer, il faut d'abord dévisser ça. Voilà, donc maintenant en vissant, je tends la courroie. Il ne faut pas trop la tendre. Ça n'a pas l'air mal. Et une fois que c'est bon, je revisse cette vis-là pour pouvoir garder le réglage. Donc, vu d'un peu plus près, la vis pour régler la tension, c'est celle-ci. Et la vis pour garder le réglage, qu'il faut donc desserrer avant et serrer ensuite, c'est celle-là. Pour les tensions des courroies qui sont ici et là, rappelez-vous, les réglages se font à l'arrière de la machine.
on a ici sur le côté la vis de maintien du réglage. Donc cette fois, on va utiliser les vis les plus longues. Donc pour le réglage, ça se fera ici. Et sur le côté ici, on a la vis qui permet de maintenir le réglage. Alors je m'assure déjà que celle-ci est desserrée, ouais c'est le cas. Pour le coup, ici il faut la petite clé Allen et ici il faut la grande. Hop, ma vis a pris. Je vérifie la tension de la courroie ici, en même temps que je serre. En termes de tension, on peut faire jouer la courroie comme une corde de guitare, donc écoutez bien. Là, je serre un peu plus. C'est plus aigu, et c'est trop aigu. Donc, je vais pouvoir dévisser pour baisser la tension. Là, on est à peu près bien. L'intérêt de cette méthode, c'est que je vais pouvoir régler la tension de la courroie en face exactement pareil. Avec la même note, on a la même tension. Alors, pour que la note soit la même, évidemment, il faut que la courroie soit tendue pareil. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que l'axe, vous le mettez embuté ici, vous le maintenez et vous faites sonner les courroies. Celle-ci est plus grave, elle est donc moins tendue. Bon, maintenant que les courroies sont tendues, il va falloir que le moteur qui se trouve là puisse entraîner les deux courroies. Pour l'instant, il n'entraîne que celle-là. On va donc utiliser cet arbre de transmission et pour pouvoir le monter, je vais déjà commencer par mettre mon axe X tout au fond là-bas, embuté des deux côtés, ce qui va me permettre de m'assurer que ce côté-là et ce côté-là sont bien perpendiculaires, tout en libérant l'espace ici. Donc là, on est à l'arrière de la face avant de la machine. L'arbre de transmission, il va devoir se raccorder au moteur ici, jusqu'à l'axe de pignon ici. Et donc ce moteur, il entraînera à la fois ce pignon-ci et ce pignon-là. Et pour pouvoir monter cet axe, on va utiliser ces deux coupleurs d'axes. Ça, c'est des éléments qui permettent de fixer l'axe moteur d'un côté, l'arbre de transmission de l'autre, et on a deux vis pour serrer l'un indépendamment de l'autre. Je commence par dévisser les vis du coupleur, et puis je l'enfile de ce côté-là. Même chose pour l'autre. Je le mets sur l'arbre moteur. Côté arbre moteur, j'avance un petit peu le coupleur d'axe et je le fixe sur l'arbre moteur directement, donc avec la vis côté moteur. Voilà, c'est solidaire. Je monte l'axe de transmission dans le coupleur et je serre l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté, donc là je fais glisser le coupleur sur l'axe de transmission. Je le visse. À ce stade, l'arbre de transmission, il est complètement solidaire du moteur de ce côté-là, puisque j'ai serré les deux vis. Mais de ce côté-ci, il n'est pas encore solidaire au pignon, puisque la vis côté pignon, je ne l'ai pas encore serrée. Avant de faire ça, je m'assure que cet axe-là est bien embuté des deux côtés. Je le maintiens en place, et tout en le maintenant, je serre la vis. Voilà, maintenant, si je tourne l'arbre moteur, j'entraîne bien mon axe en jouant sur les courroies des deux côtés. Donc c'est parfait. Voilà, la machine est montée. Il reste à monter la pompe à air dessus. Donc ça va être très simple. Ici, c'est le côté gauche à l'avant de la machine. Donc la pompe à air, elle va venir se brancher avec cette connectique. Il y a un détrompeur ici, donc on ne peut pas se tromper. Et donc ça se met comme ça. Voilà. Cette pompe, elle va souffler de l'air par ici. L'air, on va l'envoyer dans ce tuyau souple et assez grand, comme ça. À l'extrémité du tuyau, on a un raccord pneumatique sur lequel on va brancher ce deuxième tuyau plus petit. Et ce tuyau, il va venir se brancher ici. L'air va ensuite circuler par là, il va arriver ici, et il va souffler là où le faisceau de laser va brûler le matériau, ce qui va permettre d'éliminer très rapidement les gaz brûlés et les scories. Donc ça permet d'améliorer les découpes. Bon ben voilà, elle est montée cette machine, on l'essaye. Et pour pouvoir l'essayer, il faut d'abord l'alimenter. Donc la lime, c'est une lime type ordinateur. On a une fiche ronde comme ça, qui vient s'enfiler ici. Allez, première mise en route. Ah, elle n'est pas contente. Bouton d'arrêt d'urgence. Ouais, c'était ça. Je la rallume pour voir.
Ah, elle s'initialise. Parfait. Alors voyons cet écran qui paraît-il change tout. Alors déjà, on a les langues ici, ça répond pas mal. Il y a du français, super bien. J'imagine que la machine va rebooter, bien sûr. L'écran est très réactif, c'est très agréable. Par contre, les bips, ils sont agressifs. Alors, on a déjà un bouton marche-arrêt ici, je ne confirme pas l'arrêt, et une flèche ici pour accéder au menu. Connectez-vous au Wi-Fi, je vais ignorer pour l'instant. Tout est prêt. On a un QR code pour accéder au site, bon c'est pas mal ça. Voilà, et là on accède à la machine en tant que telle. En haut à gauche, on voit le symbole du Wi-Fi, donc le Wi-Fi est actif, mais je ne suis pas connecté. On n'a pas de clé USB de brancher, par contre vous voyez une carte SD. La carte SD, je vous rappelle, elle est intégrée à la carte mère. Ici, vous devriez avoir le nom du Wi-Fi, je pense, mais là il est déconnecté. Et là, vous avez 4 alertes. Donc si je clique dessus, je vois qu'il y a une alerte parce que la machine n'était pas initialisée, une autre alerte parce que l'alimentation a été branchée. En fait, c'est un log, hein. Donc je mets tout ça à la poubelle. Voilà, on n'a plus de message, c'est parfait. Par contre, il y a toujours ce bip désagréable. Alors je vais commencer par aller fouiller dans les paramètres, voir si on peut le désactiver. On peut activer ou pas le Wi-Fi. Donc là, je vais le désactiver pour l'instant parce que je ne suis pas connecté. On peut voir le contenu de la clé virtuelle USB. Et quand je dis on peut, c'est-à-dire qu'il faut l'activer. Si je l'active, le port USB qui se trouve sur le côté de la machine, lui, est désactivé. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Ici, on a le paramètre des langues. Encore une fois, au démarrage, c'était un raccourci. Là, on a une page de diagnostic avec des tas d'autotests. Je ne vais pas les passer maintenant. Ici, une option hyper intéressante de cette machine, c'est le Interrupt Recovery. Je croyais que j'étais en français. Ouais, c'est ça, ça n'a pas été traduit. Donc l'Interrupt Recovery, c'est une option qu'on ne retrouve pas souvent et c'est dommage, et qui n'est pas active par défaut d'ailleurs, c'est n'importe quoi, je vais l'activer tout de suite. Cette option, elle fait que si vous avez par exemple une coupure de courant ou un appui sur l'arrêt d'urgence, la machine ne va pas perdre ses infos, elle va garder là où elle en était, et si vous remettez le courant en place ou si vous relâchez le bouton d'arrêt d'urgence, vous allez pouvoir reprendre la gravure et la découpe exactement où vous étiez arrêté. Donc ça, c'est vachement bien, et ça devrait être plus souvent là. Menu système. Ah, les sons. Voilà, je les coupe tout de suite. Ici, l'écran, 5 minutes. J'imagine que c'est le temps avant qu'il s'éteigne. Combien de temps faut-il pour que l'écran se mette en veille après une absence d'opération? Voilà, donc 5 minutes, c'est très bien. C'est quand même plus agréable sans les bips. Alors, Working Mode. Alors ça n'a pas été traduit non plus. Ça a été traduit sur le titre ici, donc mode mouvement. Ici, on est en mode XYZ. Donc c'est le mode standard. X et Y correspondent au déplacement X et Y, et Z, ça correspond à la puissance du laser. Le ARR, c'est pour pouvoir utiliser une option que je n'ai pas ici et qui permet de graver sur des gourdes, par exemple. On remplace l'axe Y par un axe rotatif et on dépose la gourde sur des rouleaux. On a un troisième mode qui est le chuck mode. C'est un petit peu la même chose que l'ARR, sauf qu'au lieu d'être sur des rouleaux, on est sur un mandrin style tour à métaux. Voilà, donc là, je vais rester en mode classique. On a une deuxième page. On peut nettoyer la carte SD, formater la carte SD et réinitialiser la machine. Bon, très bien. On a un menu micro-logiciel qui permet de voir la version du firmware. Donc là, elle considère qu'elle est à jour, mais c'est normal, elle n'est pas connectée à aucun réseau, donc elle n'a trouvé aucune nouvelle version. Un menu machine dans lequel on va pouvoir activer ou désactiver des capteurs de sécurité. Donc la détection, c'est même mieux que ça. La détection de l'inclinaison, on peut régler la sensibilité. Je vais mettre une sensibilité de 1. Et on a un capteur de détection des vibrations. Donc en gros, si vous tapez dans la machine pendant qu'elle grave, elle va s'arrêter. Et là encore, je vais réduire, mettons à 2, peut-être à 1. J'imagine qu'à 0, on désactive le truc. Et on a un mode mouvement. Donc là, c'est un compromis entre la précision et la rapidité. Bon, je ne sais pas sur quoi ça joue. On va mettre équilibré. Au niveau des gravures, on peut activer ou pas des messages pour valider certaines étapes.
Donc la mise au point, un petit rappel pour faire le focus, ça je vais le laisser parce que parfois j'oublie de le faire. Et un message pour origine et plage. Je ne sais pas ce qu'est plage, mais bon. Donc du coup pour l'instant je le laisse, on verra à quoi ça correspond peut-être. Et puis voilà, on a une touche à propos qui va nous donner le nom de la machine, la version du firmware et la version du hardware. On a aussi des infos sur le Wi-Fi. Et on a un menu aide qui permet donc d'accéder au micro-logiciel, mais pas seulement. On a aussi un accès à une page pour obtenir de l'aide et un autre QR code pour accéder à un forum a priori. Voilà pour les paramètres. Ici, on a un menu commande. Donc là, on va pouvoir commander les mouvements de la machine, la pompe à air et éventuellement des commandes d'un carter. Alors le carter, vous allez pouvoir piloter, j'imagine, l'éclairage et la ventilation. Oui, voilà, c'est exactement ça. Pour la pompe à air, on va pouvoir commander par logiciel directement. Donc, avec les touches plus et moins, vous devez entendre la pompe ici. Et avec un curseur ici. Franchement, l'écran, il est très réactif. Hein. C'est très sympa. Et pour ce qui est des mouvements, vous pouvez commander l'axe Y, l'axe X, bien sûr, revenir à l'origine. Vous avez aussi des commandes pour un axe Z, mais là, ça ne marchera pas parce qu'il n'y en a pas. Et ici, vous avez la vitesse. Donc, si je fais un essai rapidement, je vais aller à la vitesse max. Je vais déplacer par là-bas. Ah oui, alors c'est pas la vitesse, ça, c'est la distance. 100 mm. La vitesse, elle est là. Donc vitesse max, on y est déjà. Si je me déplace de 10 cm à droite, et qu'ensuite je reviens à l'origine, tout se passe comme prévu. Bon, avant de faire les tests, on va protéger l'établi qui se trouve sous le laser. Pour ça, comme d'habitude, on va mettre un plateau de découpe alvéolé. Bon, mais c'est pas fini, il y en a de l'autre côté. Un plateau de découpe alvéolaire, comme son nom l'indique, il y a des alvéoles. Vous voyez, le faisceau laser, il peut passer à travers, et les fumées aussi. Ce qui fait que quand vous avez une pièce à découper ici, vous avez la place sous la pièce pour que les gaz brûlés puissent passer. Et le laser ne va pas chauffer juste la plaque alvéolée, donc au final, vous aurez une bien meilleure découpe. Perso, pour moi, ça, c'est pas une option. Mais on va pas s'en servir tout de suite parce qu'on va d'abord faire des tests de vitesse. Je vais faire tourner le laser sur un carré de 25 cm de côté, ce qui donne un tour complet d'1 mètre, et je vais faire 10 tours, donc 10 mètres, et je vais le chronométrer. Ça va nous permettre de savoir à quelle vitesse la machine est capable d'aller sur un seul axe, en allant en accélérant, puis en freinant, et ensuite en changeant d'axe, en accélérant, en freinant, etc. Ce test de vitesse, il correspond parfaitement à la vitesse maximale que pourra prendre le laser quand on va graver des images, où il va faire des va-et-vient comme ça. Donc pour faire ce test, ça va se passer avec Lightburn, parce que c'est beaucoup plus simple. J'ai fait un carré, donc vous voyez, de 250 mm de côté. Il est dessiné sur une couche où on va se déplacer à une vitesse théorique de 25 000 mm par minute. Et le laser, il aura une puissance de sortie de 0%, parce que je ne veux pas qu'il tourne. Et on va faire 10 passages. Mais avant ça, il faut que je configure Lightburn pour utiliser le laser avec. Donc je vais d'abord cliquer sur Appareil ici. Et je vais cliquer sur Trouver mon laser. Mais avant, bien sûr, je démarre le laser. Sans ça, ça va être compliqué. Voilà, il est initialisé. Je clique sur Trouver mon laser. Je suis les instructions. En gros, je clique sur Suivant et j'attends. Et voilà, ajouter un appareil. Donc, je vais l'appeler AlgoLaser Alpha MK2. Les dimensions d'axe sont déjà configurées à 400 par 400. Je mets l'origine devant à gauche, comme souvent, et j'active l'initialisation au démarrage. Je valide sur Terminer. Et voilà, c'est fait. Et ce laser, je le définis par défaut, comme ça, c'est lui qui sera choisi à chaque fois que je démarrerai Lightburn. Voilà, c'est fini. Donc ici, je vois le laser. Vous l'avez entendu, il s'est initialisé. Il est sur un port automatique. Je peux décider de le choisir à la main. Voilà, ça revient au même. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir lancer le test.
Donc je mets mon doigt à la fois sur le bouton démarrer du chrono et sur celui de Lightburn et c'est parti. On n'est pas à 22 000 mm par minute là. 57 secondes environ. Je vous mets le classement de tous les lasers que j'ai testés pour ce test, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée. Le bruit désagréable que vous entendez, c'est la pompe à air qui est activée, et ça c'est ma faute, parce que vous voyez ici, j'ai activé la commande d'air. Je peux la désactiver comme ça, ce qui fait que la pompe à air va se couper quand je lancerai le programme qui est lié à cette ligne-là. Pour l'instant, ça ne sert à rien. J'ai plusieurs solutions pour couper la pompe. Soit j'utilise la commande ici, et je mets à 0. Soit je passe par la commande ici, et je coupe tout. Le test suivant, c'est encore un test de vitesse, mais cette fois-ci, on va faire travailler les axes de manière coordonnée en faisant un cercle de 318,5 mm de diamètre. Pourquoi cette dimension? Parce que avec cette dimension-là, on a un cercle d'une circonférence d'1 mètre. Et donc, encore une fois, on va faire 10 fois le tour de ce cercle pour pouvoir parcourir 10 mètres et on va le chronométrer. Ce test-là, il va correspondre à ce que va faire la machine quand elle suit un tracé précis et donc quand, par exemple, vous allez faire une découpe ou quand vous allez graver le contour d'un dessin, par exemple. Donc cette fois-ci, on va bien faire le tour du cercle. On garde les mêmes caractéristiques, à savoir 25 000 mm pour la vitesse, 0% pour la puissance et 10 passages. C'est parti! Ah oui, alors il faut d'abord réinitialiser la machine, évidemment. Alors le laser il est pour rien, c'est juste que j'avais déplacé la tête à la main, donc lui il pensait être dans une position, il était dans une autre. Donc dans ces cas-là, un appui sur le bouton auto-guidé ici, le ramène à son origine, comme je viens de le faire. Et la machine a ses repères. Donc on peut reprendre le test. Attention, c'est parti. Et là déjà ça va plus vite que tout à l'heure. Hein. On a mis quasiment moitié maintenant. Ça vient aussi du fait que cette fois-ci, on n'a pas une accélération, un freinage, un changement de trajectoire. On part à vitesse constante. Les moteurs sont coordonnés pour pouvoir emmener la tête de laser sur 2 axes, mais il n'y a pas de ralentissement en fait. Dans le test suivant, on va tester la puissance de la tête de laser. Je vais essayer de découper ce bout de bois. Ce bout de bois, je l'appelle le juge de paix. Il a servi d'étalon pour tous les tests de découpe de tous les lasers que j'ai faits. Et donc, ici, on a un laser de 20 watts. A priori, pour un laser de 20 watts, il faut au minimum 3 passes pour arriver à découper ce bout de bois. Des fois, il faut plus de passes, des fois, on n'y arrive pas. Donc, on va voir comment se comporte l'algo laser. Mais avant toute chose, il faut faire la focale, c'est-à-dire qu'il faut régler la distance entre la tête de laser et la pièce à graver ou à découper. Et pour ça, on va utiliser la pige qui est fournie avec. Alors, ce système de réglage, c'est franchement le pire qui existe. C'est rapide et précis. Par contre, si vous perdez la pige, vous êtes embêté. Donc maintenant, sur les lasers contemporains, la plupart du temps, on a une pige qui est intégrée à la tête et c'est beaucoup mieux. En plus, ça, on ne sait pas où le ranger, il n'y a rien de prévu pour. Donc pour faire le réglage, je mets la cale sur la pièce que je veux découper. Je libère la came ici. Je descends la tête en contact sur la cale. Et là, il faut faire attention parce que vous voyez, la tête, elle a tendance à se décaler sur la droite. Donc, on la garde sur la gauche, comme ça. On referme la came. Et on peut enlever la cale. Donc, cette fois-ci, dans Lightburn, j'ai fait mon petit trait ici. J'oublie pas de réinitialiser la machine. Donc, cette fois-ci, je vais garder en paramètre de vitesse 150 mm par minute pour rester conforme avec tous les tests de découpe que j'ai déjà fait. Et la puissance de laser, je mets 100%. Et donc j'ai dit 3 passes. Comme je fais une découpe, j'active l'assistance d'air.
Et cette fois-ci, je mets les lunettes. Et c'est parti. Alors, ce qu'on entend là, c'est pas la pompe à air, c'est le ventilateur du laser. Il fait pas mal de bruit. Premier point. Deuxième chose, pas besoin de toucher au bout de bois pour se rendre compte qu'on n'a pas découpé. On est arrivé à un peu moins des 2/3 de la distance, ce qui n'est pas super. Par contre, regardez bien, le trait de découpe, c'est le premier là. Hein. Les deux autres, ce sont des traits de découpe d'un autre laser et ceux-là sont vachement plus épais. Donc là, on n'a pas un laser très puissant. Par contre, on a un laser très précis. Et ça, c'est un avantage pour les gravures. Pour les découpes, on sait qu'on sera limité, mais en même temps, on n'a que 20 watts à disposition. Mais par contre, pour les gravures, ça promet. Hein. Bon, là, je vais l'éteindre parce qu'il me casse les oreilles. Puisque le faisceau est fin, eh ben, on va faire un test de précision. Donc je vais découper dans ce lambris un carré de 40 mm de côté précisément. Et ensuite, je vais mesurer la découpe à l'intérieur de la découpe et à l'extérieur. C'est-à-dire que je vais mesurer la pièce découpée et je vais aussi mesurer le trou. Donc, je fais ma focale, encore une fois. J'initialise la machine. Je fais un test de cadrage pour voir où ça va découper. Par contre, je vais juste faire 2 passages. Ça devrait suffire. Je mets mes lunettes et je lance la découpe. Top, arrêt d'urgence. Je l'ai fait exprès. Hein. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression qu'une passe, ça suffit. Non, ça n'a pas suffi. Bon, on va en faire une autre. Du coup, pour être sûr que j'ai pas bougé, je vais déplacer mon bout de bois et je vais refaire la coupe. Au passage, à l'affichage à l'écran ici, on voit que c'est contrôlé par l'ordinateur. Et là, on est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Déjà, le contour extérieur, on est à 40 mm et 1 dixième. Et de l'autre côté, on a 40 mm pile. Ça, c'est propre. Donc à celui-là, maintenant, on a 39,9 et pile 40 mm. Donc ça veut dire qu'on a un faisceau laser qui fait moins d'1 dixième de millimètre, puisqu'on a un écart d'1 dixième entre les côtes externes et les côtes internes. Donc on a un faisceau qui fait un demi-dixième de millimètre, parce que le dixième, c'est la somme de ces deux espaces ici, et aussi la somme de ces deux espaces ici. On a donc bien un faisceau d'un demi-dixième de millimètre. C'est pas mal du tout. Pour le prochain test, j'ai envie de faire une gravure, mais à partir du panneau de commande. Donc je vais aller dans les projets, je vais piocher un truc dans la carte SD. Donc il y a un répertoire avec des dessins ici. Je cherche rapidement un truc sympa. Ouais, j'ai l'impression que ça c'est pas mal, parce qu'il y a pas mal de détails. Donc je vais passer en mode gravure. Et là j'arrive sur cet écran où je vais déjà pouvoir commencer à choisir les dimensions. Je vais garder les dimensions proportionnelles ici. Et je vais le réduire à 30 mm de haut par exemple. Pour avoir quelque chose de bien petit, histoire de voir si les détails sont sympas ou pas. Voilà. Ensuite, je vais graver sur du bois. En fait, je vais graver sur du médium. La puissance, on va se calmer. On va mettre, mettons, 50%. Vitesse max. Un passage. Je prends mes lunettes et je fais parler la poudre. Ah bah non, pas besoin des lunettes encore. Effectivement, il faut d'abord positionner la tête de laser. Donc là, a priori, on est pas mal. Je peux peut-être descendre un peu là. Non, pas besoin. Là, je suis bien. Je teste.
Bon, c'est parfait. Cette fois-ci, je mets les lunettes et go. Donc ça va aller vite hein, parce que le dessin il n'est pas grand. Là, vous voyez, on peut à la volée modifier la vitesse apparemment et la puissance du laser aussi. Tiens, j'en profite, je mets un coup d'arrêt d'urgence. Je l'enlève. Je confirme qu'il y a eu une erreur. Et je peux reprendre. Oui, alors que non, pas du tout. Et ça, c'est ma faute. On va refaire le test et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'à l'origine, j'ai pas initialisé la machine. Je confirme. Je repasse dans projet. J'annule ça. Je confirme. Je vais reprendre le même dessin. C'était celui-là. Ouais, c'est ça. Donc je vais redescendre mes dimensions. Ok. Vous savez quoi, puissant, je vais laisser comme c'est. 100%. Et la vitesse, je la remets à rapide. Je laisse les paramètres par défaut pour voir comment ça se passe. Je fais mon traitement. Et en fait, voilà. D'abord, il faut que je fasse l'origine de la machine. Ensuite, je la positionne où je veux. Je fais mon contour. Un peu plus haut. Et là, je démarre. Je passe arrêt d'urgence. Je confirme. Et je recover. Voilà. Et cette fois, la machine reprend là où je lui ai dit de commencer par rapport à l'origine. Et voilà, c'est fini. On peut relancer une gravure ou s'arrêter. Voilà, pour le coup, je suis surpris. La gravure, elle est très très faible. Pourtant, j'ai mis 100% de puissance. Alors, 100% de puissance, ça ne veut pas dire qu'on a gravé à 20 watts apparemment. Ça veut dire qu'on a gravé à 100% de la puissance qui était prévue dans le fichier, dans la carte SD. Alors, si je retourne dans le menu des projets, que je retourne dans la carte SD, hop, et que je reprends mon dessin, il est toujours là. La puissance, je ne peux pas aller plus fort que 100%. Et ici, si je clique là-dessus, si je peux monter là, à fond. Et voilà. J'éteins ça parce que ça casse les oreilles. Alors cette fois, ça donne quoi? Bon, cette fois, c'est beaucoup mieux. On voit extrêmement bien les petits détails. Bon, alors le problème, c'est que avec mon objectif, si je zoome plus, ça va être flou. Mais d'ici, je vois très bien les tout petits détails que je voyais sur l'écran. C'est franchement très très joli, c'est réussi. Donc le problème, c'était pas un problème de la machine, hein, c'est bien un problème du paramétrage du fichier qui se trouve dans la machine. C'est quand même un comble que le constructeur ait mis des fichiers qui ne soient pas optimisés pour sa machine, c'est pas très malin. Mais manifestement, c'est le cas. Hein. Les réglages par défaut, on le distingue à peine, le machin. Et en doublant la puissance, on le voit très très bien. Sachant qu'en plus, le médium, c'est un des bois qui se grave le mieux parce qu'il est parfaitement homogène. Arriver à un résultat pareil en forçant sur la puissance, c'est clairement pas excusable de la part du fabricant. Hein, parce que ça, si vous voulez, ça correspond à une gravure sur un médium, alors qu'ici, avec les mêmes paramètres, ça serait le résultat que vous auriez eu sur du contreplaqué, par exemple. Encore une petite chose, j'ai relié le laser à l'ordinateur et regardez bien, ici on a 9 projets exemples et dans la carte SD ici, on a 14 pages d'images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le firmware de la machine. Donc pour ça, je vais aller dans les paramètres, je vais activer la clé virtuelle USB. Et là, regardez bien, ça va se passer sur l'ordinateur. Pour l'instant, j'ai juste mon disque dur ici et quand la machine va être lue, voilà, vous voyez, j'ai un nouveau drive qui apparaît, qui s'appelle Algo Laser, et qui contient tout ça.
Donc ça, je le mets par là. Et ici, j'ai le firmware que j'ai téléchargé sur le site d'Elgo Laser. Je vais prendre le contenu de ce répertoire-là, la totale, copier, et je le colle à la racine du laser. Donc ici. C'est pas petit, il y a quand même 250 mégas environ, et il faut 6 minutes pour copier ça, donc le taux de transfert est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est à faire qu'une fois ça. Alors bien sûr, certains fichiers existent déjà, donc il faut les remplacer, bien sûr. Et voilà, c'est terminé. Donc je peux fermer toutes ces fenêtres-là. Je reviens vers le laser qui s'est endormi. Allez, réveille-toi. Et maintenant, je vais désactiver ça. Et maintenant, je vais aller dans les paramètres ici. Et micro-logiciel. Et j'attends. Donc là, on est en version 1.49. J'ai une nouvelle version qui est détectée. Je la mets à jour. Encore une fois, c'est un peu long, il faut prendre son temps. Bon, il est très probable qu'arrivé à 100%, la machine redémarre, bien sûr. Tout se passe comme prévu. Voilà, si on vérifie les paramètres maintenant, on va voir qu'on est en version 2.18. Donc c'est une mise à jour majeure, on est passé d'une version 1 à 2. Et au niveau des projets, on n'en a plus 9, on en a 56, ça c'est quand même pas mal. Et au niveau des images, j'en ai toujours 14 pages. Par contre, là je les vois toutes. Tout à l'heure on avait des icônes qui n'étaient pas opérationnelles. Voilà, donc maintenant dans ces projets, oh c'est sympa. Il y a plein de petites choses à faire, des petits avions, des petits décors. C'est très cool. Je crois que je vais faire quelques cadeaux pour Noël. Donc ça valait le coup quand même de faire la mise à jour. Hein. Oh, ça c'est pas mal. Il y a même des tests de rapidité. Ces tests-là, ça permet de faire des essais en fonction des matériaux. C'est très bien d'en avoir rajouté parce que ça permet de se passer de Lightburn. Avant, il fallait Lightburn. Pour ça, maintenant, c'est plus nécessaire. Bon, moi, je vais toujours continuer à utiliser Lightburn. Mais avec ça, c'est plus facile de s'en passer. Allez, on passe au bilan. La première chose que j'ai à dire, ça concerne le montage de la machine. Ça devient très courant de nos jours de recevoir les machines laser déjà montées, ou montées à 90%. Celle-ci, elle est à monter. Or, le fabricant met en avant que la machine est très facile à utiliser, notamment grâce à son écran. Elle est donc destinée à des gens pas trop techniques qui souhaitent une machine clé en main. Je vois donc là un problème de cohérence par rapport au public ciblé. Alors en soi, c'est pas grave, hein, il n'y a pas grand chose à faire. C'est simple à monter et c'est vite fait. Mais c'est un point que je vais remonter au constructeur parce qu'il a bien insisté sur le fait que sa machine est très facile et parfaite pour les débutants. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas? Est-ce que la machine est adaptée aux débutants? Eh bien oui et non, et tant mieux. Oui, parce que l'interface intégrée permet de se passer de Lightburn et Laser GRBL, qui sont deux super logiciels, mais qui demandent quand même une phase d'apprentissage pour les maîtriser. Et j'avoue que je ne connais pas encore très bien Lightburn, tellement il est complet. Et non, parce que n'utiliser que l'écran et une clé USB ou l'application sur téléphone pour importer des images à graver, eh ben c'est utiliser la machine à 25% de ses capacités. C'est bien au début, mais assez vite, il faudra passer par un logiciel si on veut passer aux découpes. Donc finalement, c'est pas mal. Ça permet de s'y mettre petit à petit, et peut-être que ça permettra à certains de passer le pas s'ils ne trouvent pas le passage à l'acte trop complexe. Ah oui, et puis un détail qui, je sais, compte beaucoup pour certains, l'interface est en français, et plutôt bien traduit en plus. Alors, j'ai pas testé l'application smartphone ni le Wi-Fi, mais ça peut aussi être très pratique, même si vous utilisez par exemple Lightburn pour travailler vos créations. Dans mon cas, les lasers sont toujours dans le garage, exposés à la sueur, et ne pas utiliser un PC ici pour piloter la machine, c'est un vrai plus, le PC vivra plus vieux. Donc utiliser l'appli smartphone, le Wi-Fi ou une clé USB pour transférer les fichiers, c'est cool. Déjà, on a plein de solutions pour le transfert. Et ensuite, pour les gravures et les découpes, on peut tout piloter depuis l'écran. Le positionnement, la gravure, la découpe. Et on peut le répéter autant de fois qu'on veut aussi si on veut faire des objets en série. Alors bien entendu, si vous préférez piloter la machine depuis le PC, c'est tout à fait possible. Et là, vous pouvez profiter de tous les outils et de toutes les fonctions de Lightburn, entre autres. La machine est donc adaptée aux débutants, mais aussi aux utilisateurs confirmés. En plus, elle est bien équipée, la pompe à air est de série et la puissance est pilotable.
En revanche, le nid d'abeille est en option et ça c'est dommage parce qu'il vous en faudra un pour les découpes. Et puisque je parle des découpes, cette machine n'a pas une grande capacité de découpe pour une machine de 20 watts, je parle en épaisseur de produit, c'est son point faible, mais ça ne vous empêchera pas de découper pour autant. Le point fort de cette tête de laser, c'est la finesse de son rayon. Une tête de laser de 20 watts, c'est en fait 4 diodes laser de 5 watts dont les faisceaux sont réunis par un jeu de prismes. C'est pour ça qu'un laser à diode puissant a un faisceau en général plus large qu'un autre laser à diode moins puissant. Cette machine, elle a la précision d'une machine de 10 watts, tout en ayant la puissance de 20 watts. Et là où elle sera parfaite, du coup, ça sera pour des gravures qui pourront être du niveau de finesse et de détail des machines moins puissantes, mais en les gravant plus vite, puisqu'on peut graver plus fort avec ces 20 watts. C'est à mon avis le vrai atout de cette machine. Et ça sera aussi nickel pour découper des gabarits, puisque comme vous l'avez vu, la machine peut découper sans problème 10 mm de bois avec une précision au demi-dixième. Et ça, c'est parfait. Le mode récupération après interruption, c'est une fonction très sympa, d'autant plus qu'elle est rare, exclusive même, j'allais dire, parmi tous les lasers que j'ai testés. Ceux qui ont eu un problème au milieu d'une gravure de 2 heures, ils comprennent bien l'intérêt de cette fonction. Il y a deux choses d'ailleurs à ce sujet. Je n'ai pas testé si cette fonction est compatible avec un pilotage via le PC. Ça, c'est à vérifier. Et cette fonction, elle est en option parce que quand elle est activée, en fait, les moteurs restent sous tension, ce qui permet de maintenir la position de la tête. Donc avec ce mode, vous êtes obligé d'utiliser le panneau de commande pour déplacer la tête de laser. Vous ne pouvez pas la prendre et la promener où vous voulez comme vous le faites avec les lasers classiques. C'est un petit peu plus contraignant. À vous de voir si vous préférez pouvoir déplacer la tête de laser à la main ou si vous voulez bénéficier de cette option de recouvrement qui est quand même bien sympa. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette machine. Si les lasers vous intéressent, je vous invite à aller jeter un œil à cette playlist. Vous y trouverez les tests de toutes les machines que j'ai eues entre les mains. Et ça commence à en faire pas mal. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!